care about climate justice. Assurer une meilleure protection de l'environnement. Nous sommes face à des défis, des grands changements. Ces défis sont planétaires. Alors, soyons à la hauteur de l'urgence écologique. Don't forget nature. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Go Solutions Durables avec une question au sommaire. La finance sera-t-elle la clé pour atteindre les objectifs du développement durable? On va en parler avec notre invité Patrick Audier, gérant associé de la banque Lombard-Odier. Tout le monde est là pour pouvoir participer d'un dialogue qui puisse faire avancer la cause du développement durable. La finance durable, alors justement, qui sont les acteurs qui font de Genève une place unique au monde en la matière? On est vraiment ici dans un hub d'expertise tant financière que d'expertise sur les objectifs du développement. Et puis l'intelligence collective, elle fait bouger les lignes et justement en matière d'innovation, nous avons suivi un hackathon qui réinvente la finance durable. Des fois, des excellentes idées peuvent venir de gens qui ont une idée tout à fait superficielle du sujet sur lequel ils travaillent. Et puis une pointe de chocolat, comment en finir avec le travail des enfants? Nous verrons quelles sont les solutions de la filière du cacao pour obtenir un cacao durable. Dans les communautés où il y a des programmes et d'intervention d'industrie depuis quelques années, que ça réduit le travail des enfants d'à peu près un tiers. Voilà pour le sommaire de cette émission. Et avec nous pour cette émission Go Solutions Durables, le banquier Patrick Audier, gérant associé de Lombard-Odier. Merci d'être avec nous. On va explorer avec vous les différentes facettes de la finance durable dont vous êtes un acteur important. Alors déjà, cette année 2020, année complètement imprévisible. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose de la finance durable ? Il faut rappeler ce que c'est que la finance durable. La finance durable, c'est l'allocation du capital vers des entreprises, par le biais du crédit ou par le biais de l'investissement dans ces entreprises, des entreprises qui sont capables de maîtriser les grands trends de demain, notamment en matière de durabilité. Donc je pense que ça fait tout à fait sens et peut-être même encore plus dans une année de crise de nature pandémique, puisqu'on s'est aperçu que la pandémie pouvait aussi mieux se propager en raison de certaines difficultés, par exemple dans la protection climatique, sachant qu'un virus peut voyager sur des microparticules, par exemple. Alors, il n'y a pas que les banquiers qui, évidemment, sont des acteurs de la finance durable. On le verra dans le programme de reportage dans quelques instants. Vous y êtes mis assez tôt. Vous êtes présent dans ce domaine de la finance durable par conviction, par opportunité? Non, je crois que donc, chez Lombard-Odier, on y est depuis de très nombreuses années. Ça fait plus de 25 ans qu'avec d'autres partenaires, la fondation Ethos est née, qui est un peu emblématique de cette première tendance, et nous y avons participé. Donc nous sommes surtout convaincus que le modèle économique dans lequel nous vivons a atteint ses limites et que nous pouvons découpler les aspects négatifs de cette croissance, de peut-être la croissance elle-même, qui est souvent critiquée, en essayant de bien analyser quelles sont les grandes tendances dans lesquelles la société va devoir évoluer, quelles sont les limites qu'elle a atteintes, cette société, et quelles sont les entreprises ou les secteurs qui vont d'abord, et les entreprises ensuite, qui vont pouvoir être des acteurs de cette transition. Et là, la place de Genève, elle est toute particulière. On est à Genève, il y a aussi des acteurs qui ont facilité les relations entre différents acteurs qui ne se parlaient pas précédemment. Je pense à la plateforme Sustainable Finance Geneva. Il y en a d'autres également. Vous, c'est important que ça se passe à Genève surtout? Je crois qu'on a une chance exceptionnelle à Genève d'avoir plus d'une centaine d'organisations internationales, les grandes institutions qui figent les standards internationaux, les grandes entreprises, les grands acteurs financiers, la politique, le régulateur, tout le monde est là pour pouvoir participer d'un dialogue qui puisse faire avancer la cause du développement durable et surtout nous éviter le pire puisqu'on sait que le temps est mesuré. Alors justement, la finance durable, comment ça marche? Il n'y a que 3 km, c'est vrai, entre le quartier des banques et celui des nations. On a essayé de voir un petit peu plus clair en découvrant les acteurs de la finance durable à Genève. La finance durable n'est pas l'apanage des banquiers, mais concerne chaque citoyen. En effet, parmi les plus importants demandeurs de fonds durables, on compte les caisses de pension telles la CPEG. L'axe principal que nous avons aujourd'hui, c'est l'exclusion, soit par secteur, soit par société. C'est-à-dire qu'on décide de ne pas investir dans des entreprises qui ne représentent pas, je dirais, des activités que nous voulons cautionner. On prend un des plus simples, des plus connus, c'est le tabac. Un autre axe qui existe, qui est l'impact investing. Un classique est connu aujourd'hui, c'est vous investissez dans une entreprise de panneaux solaires. Donc c'est un impact puisque vous allez impacter fortement la transition énergétique. Selon Swiss Sustainable Finance, en 2019, les actifs gérés de manière durable en Suisse ont dépassé 1100 milliards de francs, soit une augmentation de 62% par rapport à 2018.
80% de cette somme provient d'acteurs institutionnels comme les caisses de pension. Alors, il y a deux phénomènes qui peuvent favoriser des investissements décarbonés. D'une part, c'est que les banques proposent à leur clientèle des solutions durables. Et de l'autre côté, il faut convaincre les clients de la pertinence de ces investissements durables. C'est un créneau d'affaires dans un business model. En octobre 2019, l'événement Building Bridges a rassemblé 1000 participants afin de promouvoir la finance durable. Pour la première fois, la Genève internationale et la Genève financière étaient réunies dans le but de renforcer leur impact collectif. Ici, au cœur de la Genève internationale, vous avez de l'expertise sur la santé. Le contexte du Covid l'a amplifié cette année. Dans le domaine de la protection sociale, de la création d'emplois, de solutions pour l'environnement. Donc on est vraiment ici dans un hub d'expertise tant financière que d'expertise sur les objectifs du développement. Et cette année, la crise Covid n'a pas influencé négativement la finance durable d'impact. Les fonds d'actifs bien notés au niveau environnemental, social et de gouvernance ont très bien résisté à la crise, voire mieux que les autres. Ce qui est à vérifier maintenant, c'est si la qualité suit, si ces fonds contribuent véritablement à une transition de durabilité. Mais le chemin vers la durabilité est encore long. Selon une étude de l'Office fédéral de l'environnement de novembre 2020, si les investisseurs suisses ont pris davantage de mesures en faveur du climat, les sommes pour produire de l'électricité à partir de sources fossiles restent 4 fois plus importantes que celles provenant du renouvelable. Voilà, différents acteurs qui se rejoignent pour que la finance durable existe. Patrick Odier, je vous présente Elodie Feller. Merci de nous rejoindre. Vous êtes responsable du programme d'investissement chez UNEP Finance Initiative. C'est le volet du programme des Nations Unies pour l'environnement. Comment se passent vos relations avec les banquiers ? Elle progresse positivement. Je peux vous donner un exemple. L'année dernière, nous avons lancé les principes pour la banque responsable, donc avec 132 banques lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons développé ces principes qui sont un cadre de haut niveau qui définit la manière dont les banques peuvent faire transitionner leurs activités de financement de manière à ce qu'elles augmentent l'impact positif de leurs investissements et qu'elles réduisent les impacts négatifs tout en accompagnant leurs clients dans la transition. Donc les relations sont établies, elles progressent. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de travail à faire. Si on a 132 banques, 200 aujourd'hui, qui sont signataires de ces principes, ça représente 40% de l'activité bancaire mondiale. On n'a pas 40% de la banque qui est alignée avec les objectifs de développement durable et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc on a un travail colossal à faire d'organisation du secteur, on va dire de mettre en place ces objectifs, de donner des scénarios clairs au niveau suisse, européen, mais aussi au niveau international, avec les banques dans les marchés émergents. Donc elle est établie, mais on a encore beaucoup de travail à faire. C'est ce que vous ressentez également, Patrick Odier ? Ça manque encore un peu d'ambition, de dynamique ? D'ambition, je ne pense pas, mais du travail à faire, il y en a en effet énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que vous parliez dans le reportage de cette idée sous-jacente à l'organisation du sommet Building Bridges. C'est pour ça que nous avons voulu ce Building Bridges, c'est pour essayer de fixer ensemble les priorités, puis ensuite de travailler entre ces des événements à créer une communauté qui puisse amener toute l'expertise nécessaire pour accélérer ce processus. Parce que c'est un processus complexe. Pour prendre le côté des banques, il s'agit de trouver les bons standards, les bonnes organisations qui nous les fixent. On parlait des principes de banque responsable. Nous sommes par exemple signataires de ces principes. Nous avons très étroitement et soigneusement analysé ce que ça implique, parce que si on veut le faire de manière responsable, eh bien, il faut les avoir analysés jusqu'au bout et ensuite agir de manière cohérente. Et c'est très simple, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines, de simplement signer pour signer. Il s'agit encore de pouvoir agir. Et pour agir, il faut être prêt à le faire. Donc ça prend du temps. Elodie Feller, est-ce que la place de Genève aujourd'hui, elle inspire d'autres places financières ? Oui, alors elle inspire du fait de son poids, puisque c'est une grosse place financière. 92 établissements bancaires, c'est énorme par rapport à la taille de Genève. Elle inspire aussi parce qu'on a des initiatives internationales qui sont basées à Genève. Alors évidemment celle que je représente, mais aussi le réseau mondial des places financières qui est basé à Genève, l'initiative des Nations Unies pour les bourses responsables qui est basée à Genève, elle inspire. Maintenant, si c'est une grosse place financière, elle a aussi une large responsabilité. On n'a pas que des banques à Genève, on a aussi des traders sur matières premières, on a aussi des caisses de pension comme la CPEG qui était mentionnée. Donc on a un écosystème très diversifié
et qui doit ensemble s'aligner et réfléchir à leur contribution, à la contribution de la place financière aux objectifs de développement durable et des accords de Paris. Et là, je pense qu'on a matière à travailler ensemble avec la Genève internationale, avec les Nations Unies, pour justement des ambitions claires, des objectifs clairs et une réalisation de ces objectifs. Alors Genève qui a une place toute particulière évidemment en matière de finances durables. On a besoin quand même de quelques points de repère et vous allez tout de suite nous en donner, Priscilla Tchacon. Genève est un hub de la finance durable, mais il y a aussi d'autres pionniers comme Londres, Paris, Luxembourg, Pékin ou encore Toronto. Au niveau mondial, sur 89 000 milliards de dollars d'actifs, 715 milliards sont consacrés à des investissements avec un impact durable. C'est que la finance durable a un rôle important à jouer dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable établis par l'ONU. Sans tous les citer, certains concernent des besoins primaires comme l'élimination de la faim ou l'accès à l'eau. Il y a des enjeux sociaux comme l'accès à l'éducation, des enjeux économiques comme l'encouragement de l'innovation et des ODD liés à l'environnement. Le climat, justement, c'est l'objectif que les milieux financiers ont tendance à favoriser dans leurs investissements durables. Pourquoi est-ce que le climat attire plus de fonds ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un sujet porteur. Les clients réclament des actions vertes. Mais en réalité, les 17 objectifs de développement durable sont inséparables. Par exemple, en luttant contre la pauvreté, on peut lutter contre le réchauffement climatique. Selon un spécialiste, il faudrait 12 000 milliards de dollars pour réaliser les 17 objectifs de développement durable. À titre de comparaison, entre 400 et 500 milliards sont dépensés chaque année pour subventionner les énergies fossiles. Il faudrait donc 25 fois cette somme pour réaliser les ODD. Il nous reste 9 ans d'ici à 2030. Merci Priscilla. 9 ans. Est-ce que vous abordez justement cette période qui reste avec optimisme, sérénité ? Est-ce qu'il manque de l'argent sur la table ? Non, il ne manque pas de l'argent sur la table. Alors 12 000 milliards, c'est 2 fois plus que le chiffre que j'avais moi en tête. Donc je pense que si les chiffres changent, je pense que dans l'ensemble, on a 2 choses à faire. La première chose, c'est de réorienter les capitaux. Donc de ces 12 000 milliards, il y a de l'argent qui est déjà investi dans l'économie, qui est déjà investi dans les entreprises. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est convaincre les banques et les investisseurs, pas seulement les convaincre, mais travailler avec eux pour réallouer ces capitaux, c'est-à-dire les sortir soit des entreprises qui ne sont pas alignées avec les objectifs de développement durable pour les mettre dans des activités économiques plus durables ou accompagner leurs clients, accompagner ces entreprises dans la transition. Une partie de ces 12 000 milliards, effectivement, n'existe pas aujourd'hui. Donc, on va devoir créer de nouvelles activités, créer de nouvelles entreprises qui vont devoir innover pour s'engager dans la transition. Et on va créer de l'argent à travers l'activité bancaire. Donc, les banques doivent être prêtes à identifier ces innovations pour créer une partie de cet argent. Merci beaucoup, Élodie Feller, d'avoir été avec nous dans Go Solutions Durables sur l'Aimant Bleu. Je rappelle que vous êtes responsable du programme d'investissement chez UNEP Finance Initiative. Vous allez voir, Patrick Audier, que la finance durable, eh bien, elle n'a pas dit son dernier mot et elle se réinvente un petit peu au quotidien. L'innovation, c'est vrai que c'est un des objectifs du développement durable des Nations Unies. C'est également par des événements genevois que des cerveaux du monde entier peuvent plancher sur le sujet. And to create a link between all the teams in this hackathon, 24 heures pour trouver des solutions pratiques à des problèmes originaux, c'est le principe du hackathon. Une de ces séances intenses de travail était organisée en novembre par Open Geneva sur la finance durable. Cette année à distance. 130 participants étaient connectés sur la plateforme en ligne par groupe de 15. Moi, je suis grecque. Il y avait une personne de France, de Bulgarie, de la Suisse, de la Serbie. Des universitaires, représentants d'industrie et de start-up ont collaboré lors de ce moment d'apprentissage. Dans l'intelligence collective, il y a quelque chose qui est assez magique dans le sens où, évidemment, vous avez besoin d'expertise, mais des fois, des excellentes idées peuvent venir de gens qui ont une idée tout à fait superficielle du sujet sur lequel ils travaillent. Parce que justement, ils ne sont pas des experts, ils vont poser des questions assez pratiques et donner du grain à moudre aux experts qui sont autour d'eux. Parmi les 17 challenges soumis, le CICR a amené une interrogation. Comment utiliser la réalité virtuelle dans sa recherche de fonds ? J'ai l'impression qu'on va pouvoir mettre en place un petit peu des axes de travail pour la recherche de fonds au travers vraiment du développement de la réalité virtuelle, mais également même de compétences au niveau de la philanthropie comportementale, essayer de comprendre le donateur. C'est quelque chose en termes de recherche de fonds qui pour nous
ouvre clairement une voie. On n'était pas conscient qu'on pouvait bénéficier de ce secteur-là. De nouvelles pistes à explorer pour le CICR. Pour l'équipe d'Aphrodite dont le projet a été sélectionné, ce sera aussi un soutien de 1 500 francs et des séminaires pour développer leur innovation. Alors l'innovation, justement, elle bénéficie de crédits confortables en Suisse, 3% du PIB de la richesse nationale dédiée au développement et à l'innovation. Patrick Audier, nous accueillons Félix Stölli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Impact Hub Geneva et vous avez un programme qui s'appelle Accelerate 2030 pour 2030. De quoi s'agit-il ? Merci beaucoup pour m'accueillir. Le programme, c'est en fait l'objectif de créer un pont entre les solutions les plus puissantes à travers du monde à vocation impact, des solutions entrepreneuriales, que nous, on a dans le réseau global du Impact Hub, avec une centaine d'espaces partout au monde, avec la Genève financière et la Genève onusienne ici, donc la Genève internationale. Programme qui existe depuis 2016, vous êtes présent dans 24 pays, 1600 d'entrepreneurs. Vous avez un exemple à nous raconter, à nous faire partager. Alors, c'est un exemple qui se passe au Costa Rica. Que se passe-t-il là-bas ? Au Costa Rica, il y a Alejandro qui, il y a quelques années en arrière, a commencé à produire des produits de nourriture de protéines, riches en protéines à la base des insectes pour combattre la malnutrition. Et il a en fait il a déjà saturé son marché local et il souhaitait donc être répliqué ailleurs dans le monde et donc accompagné pour cette réplication ou cette expansion. Donc c'est grâce à votre action, à travers ce qui se passe ici en Suisse, que ces entreprises qui sont dans les 4 coins du monde peuvent trouver des financements et exister ailleurs ? Oui, tout à fait. Je pense que la force pour moi de la Genève internationale financière et onusienne vient vraiment de là, d'être cutting edge, dont penser différemment, de collaborer en réseau entre différents secteurs, entre différentes entités. Et le programme Accelerate essaie de vraiment utiliser ça et faire des accompagnements avec différents experts personnalifiés pour le cas qui est soutenu, pour que ça accélère, trouver une échelle dans leur impact. Patrick Audier, investir dans l'innovation pour un banquier, est-ce que c'est rentable ? Écoutez, d'abord, l'investissement durable pour le banquier, qui est fiduciaire, il doit être rentable. C'est sa responsabilité. On ne pourrait pas se permettre de conseiller à un investisseur ou à un rentier ou à un futur rentier d'investir si ce n'était pas parce que l'investissement était fiable sur le plan du rendement ou fiable sur le plan du risque. Premier point. Deuxièmement, l'innovation en tant que telle n'est pas une fin en soi. L'innovation est un moyen. Et ce qui vient d'être évoqué est particulièrement intéressant parce que cette innovation permet précisément d'ajouter à cette phase de transition qu'on évoquait un accélérateur supplémentaire. J'évoquais tout à l'heure l'idée de l'identification de celle des entreprises. Prenez l'industrie fossile qui va se transformer vers une production d'énergie propre, qui va prendre du temps, mais qui a les moyens, les ingénieurs, les idées, les capitaux, etc., qui va le faire, alors que d'autres ne le feraient pas. Et puis celle des entreprises qui peuvent innover et trouver d'un coup d'un seul une solution qui va régler un problème, qu'il soit climatique, qu'il soit d'inclusion sociale ou qu'il soit de santé, par exemple. Donc l'innovation a un très grand intérêt. Je rappelle que la transition durable ne se fera que par la pression des consommateurs, de la politique, de la technologie de l'innovation et du capital. Donc c'est ensemble, et non pas séparément, que ces facteurs peuvent avoir un succès. Merci beaucoup Félix Stölli d'avoir été avec nous, cofondateur de Impact Hub Geneva. Alors vous parliez tout à l'heure de cette nourriture protéinée du Costa Rica. En période de fête, on va plutôt s'intéresser au chocolat et au cacao durable. Pour qu'il ait un goût un petit peu moins amer, il faudrait en venir à bout du travail des enfants dans les plantations. Et c'est un des objectifs du développement durable, le travail décent. Justement, toute la filière du cacao est consciente de ce problème et elle tente de trouver des solutions. Les Suisses consomment 10 kg de chocolat par personne et par an. Si la plupart des chocolatiers utilisent du chocolat déjà prêt, certains travaillent directement les fèves de cacao, c'est le bean to bar. Nous sommes allés visiter la manufacture Orfèvre à Genève. Elle fabrique ses propres tablettes à partir de fèves, importées entre autres de Madagascar et du Pérou. Caroline et François-Xavier sont en contact avec 6 sourceurs qui connaissent leurs 400 planteurs. Prix de la tablette pour une rémunération juste de tous les partenaires, une dizaine de francs. Mais l'Organisation internationale du cacao met en garde contre une augmentation des prix.
Le vrai problème, et il est très réel, si on augmente le prix du cacao, c'est qu'on va peut-être inciter les paysans à produire plus de cacao. Je préfère payer 5 à 10 fois le prix de la bourse, avoir un chocolat qui sort sur le marché très cher, mais savoir que moi derrière, les planteurs, ils comprennent aussi qu'ils font de la qualité et qu'on est tous dans la même vision du monde, à savoir préserver la nature, envoyer les enfants à l'école, transmettre des valeurs et continuer à faire ce qu'ils font depuis des décennies. Pour la plateforme suisse du cacao durable, la durabilité doit se faire au niveau social, économique et environnemental. Ses 60 membres s'engagent à atteindre 80% de produits durables à base de cacao importés en Suisse d'ici 2025. Mais les étiquettes de durabilité ne collent pas encore avec la réalité du terrain. Bonjour, merci de nous accueillir. Selon l'ONG Cocoa Initiative, 1,6 million d'enfants travaillent dans le cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire, les 2 premiers producteurs d'or brun. Il y a tellement de productions très petites, parce qu'il y a beaucoup de petits producteurs de cacao. C'est vraiment possible d'intervenir sur le terrain et de voir les choses changer? Nous travaillons au Ghana et en Côte d'Ivoire depuis à peu près 13 ans. Et nous avons vu certaines choses qui fonctionnent bien. Par exemple, tout ce qui aide à l'accès de l'éducation peut aider beaucoup à la lutte contre le travail des enfants, d'aider les familles à diversifier leurs revenus. Il y a eu une étude récemment qui montre que dans les communautés où il y a des programmes et d'intervention d'industrie depuis quelques années, que ça réduit le travail des enfants d'à peu près 1/3. À moins de se tourner vers de petites manufactures, l'impact du choix du consommateur a ses limites. Pour les grandes marques, seuls 6% du prix de la tablette de chocolat revient aux pays producteurs. Voilà, 6% pour les pays producteurs, dont 2% pour les producteurs directement, producteurs de fèves de cacao. Ce n'est pas grand-chose. Martina Bozzola vient de nous rejoindre. Bonjour, vous êtes conseillère en durabilité au Centre du commerce international. Vous allez nous raconter ce qui se passe justement du côté des grands distributeurs en Suisse avec cet exemple de la COP. Racontez-nous. Exact. Là, pour ceux qui ne connaissent pas, le Centre de commerce international, c'est une agence supportée par les Nations Unies et le Centre de commerce international. Et ça, c'est un bon exemple de projet concret qui ont fait un partenariat avec des acteurs suisses. C'est le projet Sanfoca au Ghana. On travaille avec, par exemple, Chocolate Alba, qui fait partie en filière de la COP, dans des projets très concrets pour augmenter la durabilité d'un point de vue économique, mais aussi environnemental et social. Par exemple, en faisant des formations, en donnant les instruments aux acteurs pour faire de l'agroforesterie dynamique, qui ça veut dire un mélange de cultures de base et des cultures, que c'est dit en anglais les cash crops, comme le cacao, pour vraiment promouvoir le fait que ces acteurs sont capables de financer pas seulement les coûts de production, mais aussi envoyer les enfants à l'école, comme on a vu dans le service, payer l'eau potable. Voilà, dans le développement durable, tout est lié. Quand on agit sur l'éducation, quand on agit sur l'eau, sur l'environnement, on permet aussi à un pays d'être moins pauvre et donc d'éviter ce problème de travail des enfants. C'est ça qu'on appelle le revenu vital. Pas des paiements que pour supporter les coûts, mais supporter un revenu vital. Il y a beaucoup de géants du chocolat, notamment aux États-Unis, qui sont très engagés également. Et puis pourtant, au dernier moment, là, il y a un problème en ce moment avec le Ghana, pays producteur, et la Côte d'Ivoire. Et les géants du cacao américain, finalement, ils ne veulent pas payer, augmenter les revenus des producteurs. Est-ce que tout le monde joue le jeu? Alors, chez COP, c'est peut-être très très bien. Chez d'autres industriels dans le monde, ce n'est pas encore optimal aujourd'hui. Oui, mais là, ce qu'on cherche avec, par exemple, le Centre de commerce international, avec l'approche d'alliance, avec l'approche Alliance for Action, c'est vraiment de créer des alliances avec des acteurs pour faire des approches concrètes dans le terrain, des acteurs internationaux et des acteurs locaux, ensemble, au niveau gouvernemental, au niveau des petites et moyennes entreprises, parce que les acteurs viennent ensemble pour faire des actions concrètes, soit la formation, soit donner des moyens et agir ensemble. Que ce soit pour le cacao ou d'autres domaines, Patrick Audier, c'est vrai qu'on a pris conscience de cette responsabilité des entreprises à travers l'initiative qui a été plébiscitée à Genève, mais rejetée au niveau des cantons. En dehors de cet épisode politique qui est maintenant passé, les banques aujourd'hui, elles sont quand même très vigilantes sur la responsabilité des entreprises dans leur rôle international. Oui, encore une fois, parce que au fond, la banque, c'est un acteur de cette transition durable, mais c'est aussi un messager. La vraie différence, on la fera dans l'industrie.
dans l'industrie, c'est là que les changements de comportement dans la manière de produire, mais aussi dans la manière d'offrir des produits, et c'est donc pas uniquement le comment, mais aussi le quoi, c'est là que les changements vont s'opérer. Et donc, il est très important d'être responsable en tant qu'acteur financier, de bien allouer ce capital, qui est un des facteurs de coût principaux d'une entreprise. Si on en alloue plus, ce facteur va diminuer de prix. Si on en alloue moins, entre guillemets, il va augmenter de prix. Donc, moins on alloue de capital à des entreprises qu'on ne jugerait pas aller dans le sens de la durabilité, plus ça sera difficile pour elles d'achever ou d'atteindre leurs objectifs. Et c'est précisément en cela que le capital ou la finance peut accélérer la transition. Alors, on dit évidemment depuis le début de cette émission le message que la finance est une des clés justement pour obtenir ces objectifs du développement durable. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, notamment parmi les jeunes, parmi les grévistes du climat ou les activistes. Vous qui avez été président de l'association suisse des banques, quand des activistes s'en prennent aux institutions bancaires, c'est un symbole. Est-ce que le message est juste ou est-ce que ça vous choque ? Non, ça ne me choque certainement pas. Il faut écouter, mais il faut surtout dialoguer et essayer de voir où et comment apporter les bonnes réponses. Je prends un exemple aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, par exemple, quand on veut investir dans des solutions climatiques intelligentes et durables, c'est savoir comment on va mesurer cette intelligence et cette qualité de l'investissement. Par exemple, nous avons mis au point une mesure qui est simplement la mesure de la contribution à l'élévation ou à la baisse de la température mondiale à laquelle va contribuer une entreprise dans laquelle on investit. C'est très simple à comprendre. On doit arriver à moins de 1,5 degré dans un délai qui nous est connu. Est-ce que vous, entreprise X ou Y à laquelle je m'intéresse et vers laquelle je vais investir, vous y contribuez ou vous n'y contribuez pas? Même chose pour la biodiversité. La nature est une phénoménale source d'opportunités d'investissement dans laquelle on a encore à développer toutes sortes de moyens de mesure qui nous permettront de savoir si en investissant dans cette société, on va régénérer la nature, on va continuer à la détruire. Donc la finance doit être responsable en apportant ces outils. Merci Martina Bozola, merci Patrick Audier d'avoir été avec nous dans cette émission Go Solutions Durables sur l'aimant bleu. Pour le rendez-vous du mois de janvier, eh bien, à votre place, ce sera Vera Weber qui sera notre invitée, avec elle. Nous parlerons de la pêche durable, du rôle du plastique, comment limiter justement sa présence et du gaspillage alimentaire. Vous retrouvez évidemment tous les contenus de Go Solutions Durables sur les réseaux sociaux et sur le site de l'aimant bleu. À bientôt.